Bonjour à toutes et à tous. Enfin, je salue celles et ceux qui nous ont rejoints sur cette pause méridienne, parce que je vois des nouveaux visages qu'on a accueillis. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui sont déjà installés depuis quelques temps, et notamment pour le docteur Noël Bernard qui est déjà connecté, donc à qui je vais rapidement passer la parole pour la suite de nos travaux cet après-midi. Mais voilà, on a pris un peu de retard au gré des discussions. La pertinence, c'est vraiment un sujet qui nous vise tous, qui nous intéresse, et on voyait bien que ces discussions, elles avaient de l'intérêt. Alors ce matin, on a traité de la pertinence des soins via l'organisation des parcours et de l'expérience des patients. Cet après-midi, on va aborder une nouvelle thématique appelée à devenir incontournable naturellement dans la conception de notre système de santé, c'est celle de l'éco-responsabilité des soins. La pertinence des choix sur les soins médicaux, sur les organisations, elle peut plus se limiter à la qualité clinique ou à l'efficacité organisationnelle. Elle doit intégrer désormais, nous en avons tous la conviction, une responsabilité environnementale. Nous allons constater que ces démarches, elles sont engagées, elles impliquent déjà de nombreux acteurs, notamment sur certaines chaînes de valeur ou d'achat, mais il y a encore beaucoup à faire, sans doute, dans les représentations, dans les référentiels, pour construire une connaissance qui fera référence à l'avenir, et une connaissance qui, de toute façon, devra être progressivement alimentée et re-questionnée au bénéfice des évolutions auxquelles nous sommes tous confrontés. Alors, pour poser ce cadre et pour nous indiquer en quoi la pertinence et l'éco-responsabilité se rejoignent, nous avons donc le plaisir d'accueillir le docteur Noël Bernard de la mission d'appui Nouvelle-Aquitaine en santé durable, et qui va donc nous faire une introduction. Elle est à distance, docteur Noël Bernard. Alors, merci de s'être rendu disponible. Une introduction à cette thématique de notre après-midi. Et puis ensuite, nous poursuivrons avec les interventions suivantes. Voilà. Merci à vous, docteur. Est-ce que vous nous entendez bien ? On va vous demander d'ouvrir votre micro si vous y parvenez. Voilà, c'est bon, j'y C'est suis. parfait, on vous entend. Est-ce que vous avez une bonne visibilité sur la salle et votre diaporama ? Alors, j'ai une visibilité pas sur, mais sur l'écran, donc c'est bien. L'essentiel, c'est que vous y voyez, je vous entends bien, C'est parfait. et ben c'est bon. Donc, on peut y aller, c'est OK. On vous écoute, merci. Super. Bon, merci. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà. Hop. C'est bon comme ça? Voilà. Donc, ravie d'être avec vous. Donc, effectivement, merci de m'accueillir pour cette belle journée. Et c'est parfait, je vais faire le lien entre votre matinée sur la pertinence et puis sur les éco-soins cet après-midi. Donc, oui, je suis médecin, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux pendant plus de 30 ans et copilote du groupe de transformation écologique pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis exclusivement sur la mission d'appui, donc qui est portée par une association, l'ADSNA, dont je suis la vice-présidente, et qui a été donc missionnée par l'ARS pour porter sa Nouvelle-Aquitaine, pour porter sa feuille de route. Alors, on va commencer par des définitions sur la pertinence et les soins éco-responsables. Alors, bien sûr, vous savez tous ce qu'est la pertinence, hein, et vous en avez parlé ce matin, mais juste rappeler que si le soin pertinent est le juste soin, sa définition a changé récemment, puisque c'est en août 2024, puisque dans la nouvelle définition, la pertinence des soins inclut maintenant des critères indispensables, démographiques, épidémiologiques et environnementaux. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'un soin pertinent doit aujourd'hui prendre en compte le respect de l'environnement. Et c'est bien sûr fondamental et ça va bien sûr modifier les liens entre pertinence et éco-responsabilité. Maintenant, si on s'attache à la définition de la pertinence des soins, à la définition des soins éco-responsables ou éco-soins, donc là, c'est la définition de la DGOS, hein, qui est sur le site du gouvernement, eh bien, des éco-soins visent à offrir une prise en charge de qualité, sécurisée, pertinente. Donc, vous voyez, ça y est, on est en connexion, tout en réduisant l'impact environnemental. Et là, ça, c'est vraiment le cœur de la définition de l'éco-soin. Il doit respecter l'environnement. Point important, c'est que cet éco-soin, il concerne la pratique du soin, mais aussi l'organisation du soin, et notamment les parcours. Et vous allez en parler cet après-midi, et que ce soit en ville, en établissement, en structure médico-sociale. Donc, ça concerne tout type de soins.
Donc, j'aime beaucoup cette phrase qui clôture la définition sur le site, soins éco-responsables, une nouvelle approche de la pertinence des soins. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. La pertinence des soins, elle existe depuis longtemps. Elle n'est pas mise de côté, elle doit être finalement revue, réactualisée avec la définition de soins éco-responsables. En fait, finalement, les deux sont du même concept. On va devoir respecter le patient, l'environnement et même, on peut aller plus loin, les professionnels. Alors maintenant, si on veut comprendre, pour se lancer, mais j'ai vu que les retours d'expérience qui seront présentés cet après-midi se basent complètement là-dessus. Pour moi, il y a deux points importants. À gauche, c'est la diapositive du Shift Project, donc ce rapport qui a été réactualisé en 2023 et qui montre l'impact carbone du système de santé. Donc là, ça n'apparaît pas sur cette dia, mais vous le savez certainement, le système de santé en France impacte pour 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. OK, ça c'est le global. Et quand on regarde la répartition, donc là on est sur tout le système de santé, hein, ville, hôpital, etc. Eh bien, vous voyez ce qui est entouré en rouge, c'est 29%, c'est l'achat des médicaments et 21%, c'est l'achat des dispositifs médicaux. Ça veut dire que nos médicaments et nos dispositifs médicaux sont responsables de la moitié de l'impact carbone émis par le système de santé français. Donc ça veut dire que si on veut faire du soin éco-responsable, il va falloir vraiment s'atteler à cette partie médicaments et dispositifs médicaux. Alors bien sûr, les déchets, c'est important, mais vous voyez, c'est un tout petit pourcentage par rapport à ce gros 50%. On voit quand même notamment que le 9% et le 4%, c'est le transport des patients et des professionnels. Donc, ça impacte aussi. Mais le gros du gros, c'est médicaments et dispositifs médicaux. Ça, c'est le premier point. Alors, on parle là du carbone, mais bien sûr, il y a aussi toutes les pollutions et on sait que ça va à peu près dans le même sens. Et sur le schéma de droite, c'est l'analyse cycle de vie que je trouvais extrêmement intéressant et qui, à mon sens, permet à tout professionnel, mais aussi à tout citoyen, de comprendre que quand on a entre les mains un médicament ou une seringue ou un appareil de ventilation en réa, eh bien, on a pour créer cet objet utilisé des ressources, de la matière. Et comme vous le savez, certaines ressources sont en déclin, voire en épuisement. Donc, on a pris de la matière à la planète, on a fabriqué, et ça pollue en gaz à effet de serre, ça pollue aussi éventuellement les eaux, ça utilise des surfaces, ça contraint la biodiversité. Donc, on a abîmé à cet endroit. On va aussi polluer, bien sûr, par le transport. Alors là, bien sûr, on pense gaz à effet de serre, mais aussi, bien sûr, particules fines. Et puis après, on va utiliser, et puis après, éventuellement, on va valoriser ou pas. Et ce que je trouve important là, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête que tout ce qu'on utilise a été fabriqué et aura donc forcément pris de la matière. Donc, c'est un autre angle de vue pour comprendre combien finalement, il faut être économe et utiliser, le moins souvent, c'est bien sûr toute la question du recyclage tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Alors, pour terminer sur ce lien entre les deux, overuse, hein, vous savez ce que c'est, bien évidemment, c'est ce qu'on fait en trop. Donc, bien évidemment, le pendant, c'est revenir au juste besoin. Et là, on est bien sûr complètement dans la pertinence. Et vous voyez un peu en dessous, c'est les propositions du Shift Project. Ça veut dire, c'est un axe majeur, éviter tout ce qui est investigation ou traitement inutile. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte, hein, c'est la définition de la pertinence. L'axe du milieu, le misuse, alors ça c'est intéressant parce qu'avant le misuse, hein, c'était un médicament qu'on avait utilisé trop longtemps ou qui entraînait des effets secondaires. Là, on parle de soins appropriés pour le patient, mais qui ont consommé trop d'argent ou qui ont impacté trop sur le plan environnemental. Donc, on peut être dans un état de mauvais soin parce que on a fait du gaspillage opérationnel, on a finalement trop dépensé ou trop pollué. Et bien évidemment, le pendant, c'est décarboner la production de soins, et ça, c'est essentiel. Alors, c'est vraiment pour nous l'axe principal pour l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Il faut décarboner nos soins, ça, c'est un axe tout à fait essentiel.
Et puis, le troisième axe, c'est l'underuse, hein, en définition classique de pertinence, c'est le soin qui serait bon pour le patient, mais qu'on n'a pas suffisamment prodigué. Eh bien, je me permets ce pas qui est de dire, finalement, aujourd'hui, pour moi, l'underuse, c'est ce qu'on ne fait pas suffisamment bien, qui serait pourtant bien pour nos patients, c'est la prévention, c'est la promotion de la santé. Et d'ailleurs, dans les propositions du Shift Project, il est impératif de réduire la demande en soins et en agissant sur la prévention. Alors juste ce petit schéma qui est hyper compliqué, mais qui dit juste que même si on faisait tout parfaitement bien, on a des véhicules électriques, on fait attention à ne pas polluer, on utilise vraiment des médicaments respectueux de l'environnement, même si on fait tout ça et qui va baisser l'impact carbone, on n'arrivera pas aux objectifs des accords de Paris. Vraiment, l'essentiel là, c'est qu'il faut qu'on utilise, qu'on ait des actions de sobriété, qu'on utilise correctement les soins, sinon on n'y arrivera jamais. Donc, le maître mot, c'est la sobriété. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le pratique, qui va vraiment ouvrir la porte sur votre après-midi. C'est, moi je pars de ce dispositif des unités durables que nous avons mis en place au CHU de Bordeaux, qui est un dispositif qui permet d'accompagner les équipes qui veulent devenir unités durables pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc pour cela, on a un guide, des boîtes à outils, des formations qui permettent aux équipes de comprendre comment ça peut marcher, comment on peut acter ça dans le quotidien. Et puis on a une labellisation. Et avec les équipes, on va explorer toutes les thématiques qui sont là à droite, dont bien sûr les éco-soins. Alors c'est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on a commencé il y a 4-5 ans, au départ, les équipes étaient très centrées sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et là, on voit qu'on est en train de glisser et que les équipes s'emparent de plus en plus de la question des éco-soins. Et c'est super parce que, bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, mieux utiliser nos médicaments et nos dispositifs médicaux, c'est quand même ça l'essentiel. Alors, on labellise ces équipes, hein, les équipes sont formées, s'engagent, mènent des actions. Et puis à un moment, elles disent, bon allez, hop, on est prêt, on a envie d'être labellisé. Et là, on va les labelliser. Pour ce faire, on envoie une petite équipe pour aller rencontrer les professionnels de cette équipe et qui a rempli une grille de labellisation dans laquelle elle met toutes ses actions et notamment dans la partie éco-soins, elle raconte ce qu'elles ont fait ou ce qu'ils ont fait en termes d'éco-soins et on va bien sûr procéder à la labellisation. Et là, j'ai à un moment, il y a quelques mois, j'ai fait un pas et j'ai regardé tout ce qui avait été fait en termes d'éco-soins. Et là, j'ai vu des choses absolument extraordinaires et j'ai regardé ce qui s'était passé dans un service d'imagerie, dans un service de médecine, en réa médicale, etc. Et je me suis aperçue que finalement, c'était toujours la même façon de faire qui était répétée, quelle que soit la spécialité de l'équipe. Et là, je vous donne par exemple, dans la rubrique éco-soins, on voit que dans certaines équipes, les aides-soignantes font attention au volume d'eau pour la toilette en essayant de la réduire. Et puis parallèlement, en orthogénie, on réduit le volume de la perfusion. En imagerie, on réduit le volume de produits de contraste. Et là, ce que je vais vous partager rapidement, et c'est vraiment ce que vous avez fait vous dans vos équipes, mais qui permet, cette façon de faire permet de mieux classer, on a finalement pu montrer que les équipes ont toujours suivi les mêmes rubriques. Et finalement, on avait envie de proposer, avec une collègue médecin, un mode d'emploi. C'est-à-dire que chaque professionnel qui va faire un soin, finalement, fasse un peu une checklist en disant, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça. Et finalement, je ne fais que rapporter ce qui a été partagé lors des labellisations. Alors, bien évidemment, tout ceci est toujours à qualité sécurité égale et au moindre doute, bien évidemment, on revoit la copie. Et là, j'ouvre ce que vous allez dire cet après-midi. Le premier item, c'est est-ce qu'on a respecté les recommandations? Le bilan pré-op, on a fait le bon. La demande au groupe sanguin, si on a déjà eu un, on ne refait pas. Le bon usage des gants hygiéniques, je sais que vous allez en parler cet après-midi et pour nous, ça a été une des premières actions. Est-ce qu'on est dans les indications de l'usage des gants? Et il faut revenir aux recommandations. Prescription des pansements, prescription des IPP, je suis gériatre et on sait que les IPP sont là sur les ordonnances alors qu'ils ne sont plus indiqués. Donc, le premier item, c'est est-ce qu'on a respecté les recommandations? Elles sont claires, c'est net, c'est précis, on revient au recours. Deuxième item, c'est
finalement, on a supprimé des choses qui sont inutiles. Le ballon de sonde à intubation, la solution lavante, on a du savon, on peut utiliser du savon. Un point très important, c'est le systématique. Et là, on l'a dans plein d'endroits. On fait 12 colorations en anapathe, alors que finalement, 6 suffirait. Et donc, il y a des études, hein, ça a été fait par un service d'anapathe de Bordeaux, qui montre que ce n'est pas la peine de faire les 12 systématiques. On en fait 6, ok, elles sont indispensables, et les autres, on va les faire en fonction des besoins, juste besoin. Et puis le au cas où, et là, il y a dans la salle des personnes qui travaillent en réa, la seringue pré-remplie, on en prépare 5 et on en utilise 2, il y en a 3 qui vont à la poubelle. Donc, attention à questionner le au cas où, la préparation à l'avance qui va générer beaucoup de déchets. Troisième item, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. On a vu, alors ça c'était peut-être le plus criant dès le départ, le souci pour les équipes éco-responsables de réduire les volumes pour revenir au juste besoin. Et là, on est bien dans la pertinence. On l'a vu, le volume d'eau, volume de perf, volume de produits de contraste, nombre de DM dans les kits. Et là, il y a un magnifique travail qui a été fait à Lyon sur la révision du kit de péridurale. Il y avait 23 petits bazars. On en supprime 7. On a un kit qui va bien avec 16 petits bazars. Ça coûte, il y a juste une économie de 42 000 € par an, ce qui est quand même intéressant, etc., etc. Nombre de kilomètres parcourus. Là, il y a vraiment des choses importantes à faire sur le parcours des patients. Et bien évidemment, ça peut être aussi moins en quantité de neuf, de ressources prises à la planète. C'est bien sûr la réutilisation du matériel de soins, mais aussi du biomédical ou du format. Quatrième item, et ça on en parle beaucoup, notamment en réa, ça c'est évident, est-ce que je ne peux pas faire mon soin de façon plus éco-responsable? Et donc, c'est la question des gaz anesthésiants, préférez bien sûr les gaz halogénés moins polluants, l'oral plutôt clivé, les schémas posologiques. Alors bien sûr, vous avez l'ARS voisine de Normandie qui a fait un très joli travail sur l'éco-prescription, hein, donc il y a plein de choses, les inhalateurs pressurisés, et bien sûr, c'est toute la question de la réutilisation. Et vous avez un exemple, cet après-midi, vous en parlerez, des techniques non médicamenteuses qu'on a vu fleurir dans les équipes et qui sont bien sûr des alternatives extrêmement intéressantes dans plein de situations pour éviter l'utilisation de médicaments. Dernier point, ça c'était vraiment un tilt aussi, dans ce retour d'équipe, eh bien, on voit des services, notamment la réanimation, qui dit, on a revu notre protocole de sédation, on a fait une étude, on peut simplifier pour être plus économe en médicaments. Alors là, bien évidemment, qualité, sécurité égale, ça veut dire qu'on a fait une étude où on a comparé de façon de faire, bien évidemment, ou bien ça peut être des recommandations émises par les sociétés savantes. Bon, vous savez bien que la SFAR de Anesthésie Réa le fait depuis longtemps, mais on a aussi, bien sûr, les recommandations de la Société savante de néphrologie sur la dialyse verte, et puis dans plein d'endroits, le CRS qui regroupe des associations, des sociétés savantes. Et là, on voit bien que quasiment maintenant, toutes les sociétés savantes ont mis en place des groupes pour travailler et proposer des recommandations plus éco-responsables. Donc finalement, aujourd'hui, on pourrait encourager tous les professionnels, et vous allez voir que tout ce que vous allez raconter cet après-midi, finalement, ça s'intègre dans cette façon de voir. A-t-on respecté les recommandations? Est-ce que ce soin est indispensable? Pourrait-on faire avec moins en volume? Pourrait-on faire mieux sur le plan écologique? Et enfin, ne faut-il pas revoir les recommandations? Et là, on peut dire que si tout professionnel avait ce petit mécanisme en tête, peut-être que ça permettrait finalement de dédramatiser la notion d'éco-soins. Moi, j'avoue qu'il y a quelques années, je ne voyais pas très clair dans ce qu'étaient les éco-soins, et là, on voit bien que c'est toujours finalement la même façon de voir les choses. Donc finalement, je voudrais terminer avec les points à retenir. Pertinence éco-soins, on a travaillé ça avec une collègue qui s'occupe de pertinence depuis bien longtemps. Finalement, on est sur le même concept, hein, et on est vraiment, ça se rejoint complètement. Prévention et sobriété au sens large, c'est vraiment le maître mot. Et puis du bon sens, revenir au bon sens dans plein d'endroits, et on avancera bien. Et un point qui est vraiment important, c'est mesurer les impacts environnemental, financier, humain, et en reconnaissant
vous en parlerez certainement cet après-midi, que souvent ça se rejoint. Quand quand on a un apport intéressant, quand on impacte moins sur le plan environnemental, très souvent on génère des économies et très souvent on génère du bénéfice humain. Alors humain, patient, bien évidemment, on reste dans la qualité, mais aussi pour les professionnels, je donne juste l'exemple, IV Perros, le Perros, ça va plus vite, on gagne du temps. Donc, dans plein d'endroits, pas tout le temps, mais dans plein d'endroits, ça se rejoint. Et puis, bien sûr, c'est l'importance de mener des travaux de recherche, car on ne peut bien sûr pas se lancer au hasard, on doit vérifier qu'on est équivalent. Voilà, j'en ai terminé. Je vous donne juste les références de la mission d'appui qui porte la feuille de route de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine avec un axe sur la décarbonation et puis la création d'un observatoire et des écolabels, notamment sur la restauration et l'hébergement. Je vous remercie, je reste disponible si vous avez des questions à poser. Merci à vous. Merci Madame Bernard. Est-ce qu'il y a une réaction, une question très rapide dans la salle, parce qu'on a pris un petit peu de retard, comme vous l'avez compris. Alors, je ne vois pas de questions dans l'immédiat. Si vous en avez la possibilité, Madame Bernard, restez connectée avec nous, si vous le voulez bien, pour la séquence qui va s'ouvrir. Votre introduction, elle était parfaite, justement, pour cette séquence qui va être animée donc, par Yannick Malédan, professeur. Il y a une question. Oui. Alors, je finis le propos et on va prendre la question. Donc, professeur Yannick Malédan du CHU de Rennes et Gilles Périou, qui est le directeur de l'Omédie de Bretagne. Venez sur scène, installez-vous et ça va nous laisser le temps de prendre la question et d'avoir la réaction du docteur Bernard. Bonjour le docteur Yann Béchu, donc directeur du CHP Saint-Grégoire, établissement MCO du nord de Rennes, 500 lits par exemple, et 28 salles de bloc. Moi, on a des médecins anesthésistes très impliqués dans la démarche. Et franchement, il y a Recycle à bloc, etc. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on parle assez peu des industriels. Que font-ils pour réduire l'EDM dont vous parlez, ou les médicaments, notamment en termes de conditionnement, bref, qu'est-ce qu'ils font à leur niveau pour nous aider? Je crois beaucoup aux outils structurants, et donc le conditionnement, tout ça, à mon avis, ça serait intéressant, et jamais on en parle trop, de ma fenêtre, quoi. Oui. Merci pour votre réponse. Alors, si, rassurez-vous, ça bouge. Ça bouge et c'est indispensable, bien évidemment, puisque là, si on parle d'analyse cycle de vie, on est tous concernés, hein, nous, avec l'usage, mais bien évidemment en amont. Ça bouge. Moi, je le vois depuis 2-3 ans, ça bouge. Les industriels, tant du médicament que des dispositifs médicaux. Et je donne juste le SNITEM, hein, qui pilote pas mal d'industriels autour des dispositifs médicaux, a créé avec le C2DS un outil pour scorer l'impact des dispositifs médicaux et qui tient en compte, bien sûr, qui prend en compte l'impact carbone, mais aussi la pollution de l'eau, mais aussi, c'est assez intéressant, la qualité de vie des professionnels qui travaillent dans le monde industriel. Donc, si c'est en train de bouger, et bien, ça rejoint complètement votre question, il y a un des items, c'est sur la création de déchets. Donc, la question de l'emballage. Donc, oui, c'est en train de bouger, et bien évidemment, c'est important, c'est en train de bouger sur la prise en compte de l'impact lors de la fabrication, donc du côté des dispositifs médicaux. Il y a aussi pas mal de choses qui bougent du côté des médicaments. Il y a un score, il y a Ecovamed qui a créé des scores, un score pour mesurer l'impact carbone des médicaments. Donc, si, c'est en train de bouger. Alors, bien évidemment, il faudrait que ça aille plus vite. Et il y a un point qui est important aussi, c'est quand même l'entrée de critères d'impact dans les critères d'achat. Donc, c'est encore trop faible, hein, bien évidemment, mais on avance quand même pas mal sur cette prise en compte qui est absolument indispensable. Vous avez complètement raison, bien évidemment.
Alors, c'est une question, il faut qu'elle soit très rapide, madame, parce qu'on va se mettre en retard. Hein. Une question très rapide, complémentaire, et une réponse très rapide aussi. Alors, docteur, s'il vous plaît. Bonjour, je vais faire vite. Je suis Rosemary, je suis infirmière du coup à l'hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve de Bain-de-Bretagne. Vous parliez tout à l'heure de prévention, que finalement la prévention était des fois la meilleure façon peut-être d'aller vers l'éco-soin. Est-ce que du coup les mutuelles sont intégrées justement à ces idées de prévention en fait, hein, pour éviter d'aller jusqu'à payer du coup des soins et de plutôt favoriser en fait les soins préventifs plutôt que de privilégier du coup uniquement le curatif? Alors, les mutuelles, là, j'avoue que j'ai pas de réponse précise à vous donner. Ça fait déjà un petit moment que les mutuelles essaient de s'engager, mais je ne pourrais pas vous dire la part de leur investigation dans ce système-là. Mais ça fait un petit moment qu'elles l'ont compris, hein, que c'était intéressant d'avoir d'autres façons d'agir, mais je ne pourrais pas vous donner la part de leur action dans cette histoire-là. Mais la prévention, ça concerne tout le monde, hein, ça concerne les mutuelles, ça concerne aussi les professionnels de santé que nous sommes. Et nous devrions faire beaucoup plus de prévention dans nos établissements. Pour ça, je crois que c'est un axe important. Que fait-on dans nos établissements de santé pour faire la prévention? Voilà, moi, je vois plutôt les choses comme ça. Voilà. Et on a tous notre part de responsabilité, mais on devrait, dans les salles dans les bureaux de consultation, dans les salles d'attente, toute infirmière, tout médecin devrait faire de la prévention dans son acte de soin au quotidien. Voilà. Merci pour cet élément de réponse aux questions.